Déjà, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler de l'implication de ma famille dans les soins qui engagent la pudeur. Donc, quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, bon, en gros, il faut que je parle de la toilette avec la famille, quoi, en résumé. Puis, je me suis dit, je vais quand même chercher et partir de la base. La pudeur, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en latin, ça veut dire, à l'origine, les organes sexuels. Et après, si on cherche dans le Petit Larousse, donc c'est la disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, l'évocation de choses très personnelles, et en particulier l'évocation des choses sexuelles. Alors, ce n'est pas un comportement inné. En fait, on se crée une pudeur, ou la pudeur que l'on a, en fonction de sa vie. Et du coup, la notion de pudeur, elle est propre à chacun. La pudeur, pour moi, ce ne sera pas la même chose que la pudeur pour Benjamin ou que pour Guillaume, ou pour que n'importe lequel d'entre vous. Parce qu'il y a plusieurs dimensions. Donc, quand on parle de la pudeur, il y a l'aspect physiopsychologique, culturel et social. Si on fait maintenant un peu d'histoire, on voit que la pudeur, ou le fait d'être nu, est complètement différent. Chez les Grecs, tous les athlètes étaient nus. Quand vous voyez, je ne pense pas que ce soit le cas à Tokyo cet été, mais tout le monde était complètement nu quand ils faisaient leurs épreuves dans les Jeux Olympiques. Et chez les Romains, pareil. La plupart des politiciens, en fait, ce n'était pas au Congrès ou au Sénat, mais c'était plus aux thermes romains, pendant les bains, qui prenaient les décisions, et ils étaient tous tout nus. Au Moyen-Âge, il y a eu une volonté de l'Église de séparer les hommes et les femmes dans les bains publics, en disant que ça ne se faisait pas par rapport aux critères religieux. Au XVIe siècle, on a eu un contrôle plus moral des choses, avec l'apparition des bonnes manières, du savoir-vivre, se tenir correctement à table, etc. Mais encore au XVIIIe siècle, on pouvait faire ses besoins en public à l'extérieur, et ça ne choquait absolument personne. À partir du XIXe siècle, on a eu la privatisation du corps et de ses fonctions. Là, on ne pouvait plus faire n'importe quoi en public. On s'habille, on va aux toilettes, on ne prend pas des bains tous ensemble dans des lieux publics et encore. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, là où on devait se préserver, les réseaux sociaux, les émissions télé, vous voyez des gens qui montrent se refaire les fesses, se refaire les seins, se montrent toutes les parties de son corps, leur accouchement, leurs opérations, comment ils vivent au quotidien, et ça avec plus ou moins de la pudeur, selon la définition que vous donnez à ce mot. Donc maintenant, la pudeur dans les soins. Déjà, on peut voir que la base de la relation soignant-soigné, elle est sur 4 principes en bioéthique. Bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. On tend à vouloir que l'autonomie et le paternalisme, donc la relation, soient stabilisées, mais il y a encore quand même, c'est assez perçu en tout cas par les familles, comme quoi il y a une autorité en tout cas du soignant et qu'il est au-dessus et qu'il a encore un certain pouvoir en tout cas quand ils sont hospitalisés. Et alors, la pudeur, en plus, en réanimation, c'est pas forcément la pudeur physique, le fait de devoir faire une toilette ou de voir les organes génitaux de quelqu'un, mais c'est plus, en fait, une mise à mal de l'estime de soi. Et quand on voit certains verbatims de témoignages de patients ou de familles, ils voient qu'il y a tout le côté technique, les machines, les alarmes, mais j'ai surtout été marquée par la vision de mon père, totalement dépendant, allongé sans pyjama, sous un simple drap. Je me sentais mal à l'aise lors des visites et je voyais aussi la gêne de mon père. Il a vécu ce séjour comme une véritable épreuve. Et quand on a un autre témoignage d'un patient un peu plus cru, le pire, c'était pas les tuyaux, mais de me sentir à la merci des infirmiers. Ils étaient parfaits, mais moi, je ne supportais pas de me faire dessus et d'appeler une gamine de 21 ans pour me nettoyer. Et donc, vous pouvez voir que c'est pas forcément le fait d'être monté à nu, montré nu, mais plus d'être vraiment dépendant et de devoir dépendre de quelqu'un pour le simple fait de se voir s'essuyer les yeux, de vouloir prendre un verre d'eau et en plus, du coup, de devoir pallier à ses besoins les plus primaires d'hygiène. Alors maintenant, pour voir un peu plus large, quelle vision de la réanimation ont les gens? Le grand public, c'était un environnement hostile. Avec le Covid, peut-être que maintenant les gens disent la réanimation c'est super, mais ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils ont dit on aurait bien voulu venir et rendre visite à notre proche, mais à cause du Covid, du coup on ne pouvait pas. Mais dans la littérature, c'est plutôt vu comme un cauchemar, quelque chose qui est difficile à vivre. Pour les soignants, la famille, la plupart, c'était de toute manière, ils ne comprennent pas. Quand on leur dit quelque chose, la plupart du temps, l'information ne passe pas. On va leur dire que le pronostic est compliqué, etc. Mais il y a une espèce d'absence qui fait qu'ils ne comprennent pas toutes les informations qu'on leur donne. Et surtout, les familles, elles sont anxieuses et déprimées. Et face à cela, on s'était dit, est-ce que la participation aux soins pourrait aider? Donc, le souhait des patients potentiels, une étude qui avait été faite en 2003, où ils avaient appelé du coup des gens, si vous étiez admis en réanimation,
on voit que la majorité des gens, finalement, étaient plutôt favorables. Mais quand on demandait à la participation aux soins, vous voyez que... Je ne sais pas si on voit la souris. Vous voyez que finalement, il n'y avait que 33% des proches qui étaient favorables à participer aux soins. Et dans 85% de ces gens-là, s'ils disaient les soignants le font très bien, donc finalement, pourquoi on devrait le faire? Quelques années plus tard, des gens qui font partie du même groupe, on voit que la tendance, elle s'inverse. Là, c'était un appel a posteriori après que les patients aient été en réanimation. Et là, on voit que 97% des familles étaient favorables à participer aux soins, 73% des patients auraient aimé, et 13% des familles ont même spontanément, pendant l'hospitalisation de leurs proches, proposé de participer aux soins. Il y a maintenant longtemps, quand je faisais partie du comité du congrès infirmier, on avait également mené une enquête. Alors on voyait toujours le grand gap, le TGV de retard entre la pédiatrie et l'adulte sur l'accueil des familles. Donc les proches participaient souvent et toujours à la réalisation d'une toilette. Vous voyez qu'en pédiatrie, on est à 66%, alors qu'on est à 0 chez l'adulte. La même chose, alors l'aspiration trachéale, il n'y avait plus personne. Et à la limite, un petit peu pour certains soins programmés. Beaucoup de choses dans la littérature montrent pourquoi la famille devrait participer aux soins. Ils protègent les intérêts du patient, les familles en ont envie, ça peut augmenter la satisfaction, ça peut diminuer les séquelles psychologiques a posteriori, améliorer le deuil en cas de pronostic défavorable à la fin, et diminuer les conflits avec la famille et la futilité des soins. Et puis il y a toute une série que je ne vais pas trop développer, parce que Benjamin va le faire, de pourquoi il ne faut pas le faire. Parce qu'il y a une prévalence sur l'anxiété-dépression. Les gens, les proches, ceux qui se disent comme proches, c'est pas parce que mon mari sera hospitalisé que c'est peut-être moi qui le connais le mieux, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre, sa mère, son frère. Quelle est la fiabilité de la famille dans les informations qu'il vous donne? Il y a parfois des divergences entre ce que veut le patient, ce qu'aurait voulu le patient et le proche et le médecin. Et puis 20% de choix contradictoires. Et en fait, la difficulté pour un proche d'avoir l'appréciation globale de la situation. Mais les sociétés savantes, et ça depuis longtemps, ils disent qu'il faut les encourager. Donc là, c'était en 2005, c'était aux États-Unis, qu'il faut encourager les familles à prodiguer des soins. Le Conseil de la famille, donc ça c'était au Québec, que c'est pas nécessairement une voie facile, mais qu'elle peut être aidante, qu'il faut une ouverture d'esprit et essayer d'agrandir son cadre d'analyse. Et en France, dans la conférence de consensus de 2009 de mieux vivre la réanimation, on dit il est possible de proposer aux proches de participer aux soins du patient et ou de réaliser des soins de bien-être. Et ça va de les soins oculaires, les soins de bouche, hydratation, voire la participation à la toilette. Et même la famille peut assurer certains soins. D'autres études, alors il y en a en pédiatrie, mais aussi chez l'adulte, pas que. Et finalement, quand on voit quels soins sont proposés et quels soins sont plébiscités par la famille, il faut l'avouer, les bons derniers, c'est l'aspiration dans la bouche et le fait de devoir faire la toilette du patient, enfin de son proche du coup. Quels seraient finalement les bénéfices de participer? Pour les patients, ça pourrait diminuer l'anxiété, maintenir un lien avec ses proches et lui procurer du bien-être, parce que être avec quelqu'un qu'on connaît, c'est des fois moins gênant qu'avec un inconnu. Pour les familles, c'est être impliqué dans la prise en charge, avoir une sensation de contrôle de ce qui se passe, une meilleure compréhension, une amélioration de la relation avec l'équipe, et ça peut favoriser le deuil. Et puis pour les soignants aussi, améliorer la relation de confiance, qu'il n'y ait pas les gens qui vous appellent constamment pour demander des choses, parce qu'à force d'être présents du coup et de s'impliquer, ils comprennent mieux ce qui se passe. Et la relation de confiance se faisant, vous pouvez faciliter l'annonce d'un diagnostic beaucoup plus sombre. Quels seraient les obstacles? Guillaume en a parlé, c'est la réticence des équipes soignantes, la peur de l'accident, la peur de la surcharge du travail, le fait d'avoir la difficulté de travailler en étant observé par quelqu'un, et puis un turnover des équipes où on doit pouvoir être formé. Ça peut être vu comme une certaine famille par une expérience traumatisante, un sentiment d'obligation. Et moi, dans la réanimation où j'ai travaillé, on a ouvert aux familles en 24/24 en 2005. Et au début, en fait, finalement, il y avait des familles qui se sentaient obligées. Parce que comme on était ouvert 24/24, ils se disaient, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je vienne tous les jours? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je reste 24 heures sur 24 auprès de mon proche? On disait non, vous avez la possibilité de venir quand vous le souhaitez et de pouvoir rester ou pas plus ou moins longtemps.
Eh ben, pour participer, c'est exactement la même chose. C'est pas vous venez, allez hop, vous mettez les gants, vous prenez les compresses et puis on y va. C'est vous avez la possibilité de le faire si vous le souhaitez et si le patient le souhaite, s'il est en capacité de s'exprimer, mais ça n'est en rien une obligation. Le respect du patient. Et du coup, pour conclure, pour impliquer les familles dans les soins, il faut déjà une politique de service. Vous ne pouvez pas là revenir du congrès et dire « bon, bah allez, demain, venez madame, on va faire ensemble des soins d'yeux ou on va faire la toilette ». Il faut que ce soit une politique globale du service, que tout le monde adhère. Il faut qu'on le propose à tous. Donc là, comment le proposer à la famille? Si au début, pour vous, c'est compliqué, dans la salle d'attente, les endroits où ils en vont, vous pouvez très bien avoir une affiche. Dans votre livret d'accueil, vous pouvez dire que c'est possible. Quels sont les soins que vous proposez? Quels sont-ils? Nous, on avait un livret lors d'une étude qu'on a fait dont on attend les résultats, où il y avait marqué voilà ce que vous pouvez faire, voilà en quoi consiste le soin, de quoi vous avez besoin, vous serez accompagné, vous pouvez venir auprès de nous. Il faut surtout ne pas l'imposer. C'est un outil, un arsenal thérapeutique que vous pouvez avoir en plus. C'est comme vous, vos patients, quand ils viennent, ce n'est pas parce qu'ils sont en réanimation qu'ils vont tous avoir un cathéter central parce que vous avez un cathéter central de disponible dans votre service. Si vous pouvez faire de l'ECMO, c'est pas parce que vous n'allez pas mettre des ECMO à tous les patients parce que c'est disponible. Donc c'est un outil qui est faisable, c'est quelque chose en plus que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez leur proposer, les gens peuvent ou pas accepter. Et vous serez étonnés, nous quand on a fait l'étude dans notre service, c'était assez bizarre parce que finalement la toilette n'était pas un soin proposé lors de l'étude. Et finalement, de même, la plupart des familles ont demandé est-ce que c'est possible d'assister à la toilette ou est-ce que je peux venir vous aider, pour aller même jusqu'à la toilette mortuaire parfois. Et il faut accompagner et former les soignants. Vous ne pouvez pas venir un jour et dire « Allez, à partir de demain, c'est open bar, déjà, c'est l'ouverture pour tout le monde, et puis vous pouvez venir et ils vont faire les soins. » Il faut expliquer comment ça va être fait et accompagner tout le monde. Donc la participation des familles aux soins, c'est un outil. Ce n'est pas un principe de base qu'il faut imposer à tous. La pudeur, c'est un des facteurs, mais pas que, parce que c'est tellement individuel, la notion de pudeur, que ça peut être très différent. Et surtout, la prise en soin d'un patient, elle doit être individualisée. Et individualisée, ce n'est pas que sur ce qu'il pense, mais aussi sur son contexte de vie et ses croyances. Voilà, merci beaucoup.